Après avoir appris le langage JavaScript, puis Node.js, qui est un environnement d'exécution du JavaScript côté serveur, vous avez tous les éléments pour apprendre un framework côté serveur. J'ai donc décidé de faire une petite série sur Express.js, qui est l'un des frameworks basés sur Node.js, permettant de créer des services web. Je sais que sans regarder le contenu, certains diront qu'apprendre Express.js en 2024 est inutile. Eh bien, j'ai des raisons personnelles pour lesquelles je pense que débuter avec Express.js est la bonne façon de commencer lorsqu'on travaille avec Node.js et qu'on souhaite créer ses premiers services web. Je donne ces raisons dans cette première vidéo de la série, si cela vous intéresse. Concernant le contenu de cette série, vous aurez tous les éléments essentiels pour développer une application ou un service web en utilisant Express.js. Nous verrons les concepts de routage, de routes, de middleware, de gestion d'erreurs, pour ne citer que cela. Concernant les prérequis pour suivre cette série, vous devez avoir une bonne connaissance du JavaScript, de Node.js, de TypeScript et une connaissance de base du protocole HTTP. Si vous n'avez pas ces prérequis, alors je vous recommande mes précédentes vidéos et séries sur la chaîne qui couvrent en détail ces sujets, à savoir la série sur les fondamentaux du JavaScript, la série sur Node.js, la série sur le TypeScript et enfin la vidéo sur le protocole HTTP. Je mettrai en description de la vidéo les liens vers ces différentes séries et vidéos. Cette vidéo étant la première de cette série, elle nous servira à mettre en place notre environnement de développement et à créer notre premier petit serveur web basé sur Express.js qui répondra avec des réponses basiques à différents types de requêtes, post, get, delete, put, etc. Express.js est un framework permettant de développer une application faisant office de serveur web. Il est souvent utilisé pour développer des API REST, mais pas seulement. Il peut être également utilisé comme serveur de fichiers, mais cela n'est pas trop recommandé. Il est plutôt recommandé d'utiliser NDNS à la place. Depuis le début de l'année 2023 et peut-être bien avant, beaucoup s'accordent à dire qu'Express.js est obsolète et qu'il serait inutile de l'apprendre. Au vu de cela, la question à se poser est pourquoi je fais cette vidéo alors que nous sommes en 2024. Les raisons pour lesquelles personnellement je fais cette vidéo en 2024, c'est parce que je juge d'abord avec mon expérience personnelle, je pense qu'Express est simple à apprendre et à utiliser, même si vous n'êtes pas un développeur JavaScript et que vous êtes plutôt habitué à des langages comme Python, Java, etc. Express est un framework utilisé par de nombreux projets et utilitaires, donc vous risquez souvent de tomber des codes qui utilisent Express.js dans les coulisses. Apprendre Express.js, du moins les concepts essentiels d'Express, vous permet d'apprendre facilement d'autres frameworks basés sur Node.js qui font la même chose, car la majorité de ces frameworks fournissent les mêmes concepts. Il s'agit également d'un framework qui est bien documenté, avec beaucoup de tutoriels disponibles sur le net. Et c'est l'un des standards de facto dans la création des services web basés sur Node.js jusqu'à présent. Pour les inconvénients liés à l'utilisation de Express, nous pouvons citer le fait qu'il n'est pas opinionated, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire qui est imposée par le framework. Donc à vous de connaître les bons design patterns pour bien architecturer votre application. L'autre inconvénient qu'on reproche souvent à Express.js, c'est qu'il n'était pas initialement conçu pour écrire du code basé sur les promesses ou les async await. Donc cela nécessite parfois d'écrire des boilerplates pour pouvoir les faire fonctionner avec cette nouvelle façon de faire. Utiliser Express nécessite de comprendre certains concepts clés, comme le routing, les routes, les middleware, etc. Nous allons découvrir ces concepts clés au fur et à mesure qu'on évolue dans cette série. Nous allons commencer par mettre en place notre environnement de travail. Pour cela, nous allons commencer par créer un projet TypeScript de zéro, la configurer et installer le paquet Express que nous utiliserons par la suite. Je vais commencer par créer le dossier qui va contenir le code source de notre projet. Donc je vais nommer ce dossier API Express par exemple, ou plutôt Express API. À partir de ce dossier, je vais initialiser un projet Node. Donc je fais npm ici, init, -y. Donc ceci me permet de créer, lorsque je vérifie le contenu de mon dossier, un fichier package.json qui va contenir les métadonnées de mon projet. Donc si je vérifie dans mon dossier courant, donc j'ai un fichier package.json qui est créé dans le dossier en question.
Je vais ensuite procéder à l'installation des dépendances de mon projet. Donc, vu que nous allons utiliser TypeScript pour travailler, donc je vais installer TypeScript en tant que dépendance de développement de mon projet. Donc, je dis ici que je veux installer TypeScript comme dépendance de mon projet. Et vu que j'utilise Node, je vais également procéder à l'installation des fichiers de déclaration qui me permettent d'obtenir de l'autocomplétion dans mon projet. Vu que nous allons travailler avec Express également, je vais profiter pour installer également en même temps les fichiers de déclaration de Express. Donc ça nous permettra d'avoir de l'autocomplétion en travaillant dans notre éditeur de test. Donc je vais ensuite procéder à l'installation de Express, vu que c'est ce que nous allons utiliser pour la suite. Donc nous voyons maintenant qu'avec l'installation, nous avons un fichier package-log.json qui est créé pour pouvoir traquer les dépendances spécifiques de notre projet et le dossier Node module qui contient les dépendances de notre projet. Donc, vu que nous utilisons le TypeScript, nous allons également procéder ici à l'initialisation d'un projet TypeScript. Donc, pour cela, je vais dans un premier temps créer un dossier que je vais nommer src, qui va contenir le code source de notre projet. Donc, cela me permet de pouvoir utiliser le dossier principal et y ajouter des éléments de configuration, des fichiers de variables d'environnement et tout ça, si je le souhaite bien, au lieu de mettre tout à la racine du projet. Donc là, je me rends dans le dossier src, et à partir de ce dossier, je vais faire un tsc init ici. Donc l'idée, c'est que je vais procéder à l'initialisation d'un projet TypeScript à partir de mon dossier src. Donc on voit qu'en utilisant cette commande, cela me permet d'avoir une configuration par défaut que je pourrais utiliser pour pouvoir procéder à la transpilation des fichiers que j'aurai à créer. Donc si on fait un ls ici, donc on voit que nous avons un fichier ts.config. Donc là, nous avons les éléments essentiels pour pouvoir démarrer le projet. Donc je vais juste ouvrir le dossier en question dans mon éditeur de test. Donc pour tester que ma configuration fonctionne bien, je vais juste ici créer un fichier index.ts et ajouter un petit console log à l'intérieur et mettre en place la commande me permettant de réaliser la transpilation, de tester que tout fonctionne bien. Donc ici, côté configuration, si on regarde rapidement la configuration que nous avons ici, la target, nous avons ici IS 2016, c'est bon. Nous allons vérifier le IS module interrupt qui nous permet de pouvoir avoir la compatibilité avec les IS module et command.js. C'est à true, c'est bon. Nous allons vérifier le type de module que nous utilisons. C'est command.js, donc ça veut dire que la compilation se fera vers du command.js, c'est-à-dire l'utilisation du require dans notre projet. Donc nous allons également configurer ici le dossier vers lequel sera transpilé les différents fichiers. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons nous dire ici que déjà nous voulons exclure le node module. Donc on exclut ici node module lors de notre phase de transpilation. Je vais vérifier également une chose ici. Est-ce qu'on a fait le skip lib check? Donc ici, nous allons passer à true déjà, donc c'est bon. Donc l'idée, c'est de ne désactiver les vérifications de librairie lors de la phase de transpilation pour augmenter un peu le temps de transpilation.
Donc il nous reste juste à préciser ici le dossier que nous souhaitons prendre en compte lors de la transpilation. Donc on va dire ici que notre dossier c'est le SRC, donc c'est le contenu de ce dossier qui sera transpilé. Donc là, au C, j'ai une erreur, je sais pas si c'est mon éditeur, il me dit quoi? Je vais juste mettre ici / pour voir si c'est ça le problème. Il me dit quoi? No input were found in config file. Include path where and exclude path where. Ok, donc ici, je pense que je dois utiliser les blobs. Je vais juste dire que prends le contenu de ce dossier et de cette sous-dossier et tous les fichiers TypeScript se trouvant à l'intérieur de ce dossier. Donc on va voir si ça nous épargne des erreurs. Ok. Si j'utilise le path également ici, on va voir si la compilation marche quand même. J'ai un message d'erreur ici, je comprends pas le problème ici. Ok, nous allons voir si la transpilation plutôt marche déjà. Ici, quoi? Exclude, c'est bon. Include, c'est bon. Le node module, j'ai bien écrit le node underscore module. Ok. Supposons que je fasse ici TSC. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème au niveau de la configuration ici. Ok, je vois. C'est juste que la configuration ne se trouve pas à la racine. Donc je déplace la racine ici. Et là, le message d'erreur a disparu. Donc ici, nous allons juste aller maintenant dans notre fichier package.json et ajouter certains scripts ici pour pouvoir faciliter la transpilation. Donc ici, nous allons dire que lorsque nous voulons faire le build, que nous souhaitons faire TSC comme ça, simplement, en utilisant notre fichier de configuration par défaut. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je fais ici npm run build. J'ai la transpilation qui se fait. Normalement, je dois avoir les fichiers transpilés. Donc le fichier est bien transpilé ici, mais l'idée de ce que nous souhaitons faire, au lieu d'avoir les fichiers transpilés dans le dossier source, comme nous l'avons ici, nous souhaitons procéder à la transpilation vers un dossier spécifique. Donc le dossier dist dans ce cas. Donc je supprime ceci. Et là, je vais juste ajouter le outdir ici. Je cherche outdir dans mon fichier de configuration. Donc je cherche outdir ici. Je vais juste décommenter cette ligne et dire que je vais transpiler vers le dossier dist. Donc je vais nommer le dossier dist comme ça. Donc j'aurais pu nommer ça par exemple dist server ou comme je veux. Donc on va nommer ça ici dist server. Donc je relance ma commande. J'ai mon dossier dist server qui est créé et j'ai mon fichier index.js qui est à l'intérieur. Donc nous allons également ajouter un script qui va nous permettre de lancer à chaque fois notre application après la compilation. Donc ça c'est le start généralement. Donc on va mettre start de sorte que lorsqu'on fera npm run start, que ça puisse nous démarrer
lancer le fichier index. Donc on va faire ici node et lancer le fichier en question. Donc on va faire node, mettre le dossier. Donc dans notre cas, c'est dist server, et nous allons lancer le fichier index.js retrouvant à l'intérieur du dossier. Donc on va tester si ceci marche. Donc il me suffit de faire npm run start ici. Donc on s'attend à voir un console log qui affiche Express. Donc c'est bien ça. Donc c'est bon. Et en phase de développement, il se peut que nous souhaitons, au lieu d'exécuter à chaque fois manuellement ces commandes, on peut automatiser les choses. Donc on va créer ici le build dev qu'on pourra utiliser en phase de développement, donc en mode watch. On va faire pareil ici. Donc en mode développement, donc on va faire npm run start dev comme ça. Donc l'idée derrière le start dev, c'est de pouvoir lancer la commande node également mode watch, c'est-à-dire qu'on va réaliser la compilation de notre la transpilation de nos fichiers et procéder à l'exécution du fichier index.js en même temps. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc ici, je vais faire npm run start, plutôt build. Je vais lancer ceci en mode watch, donc je vais dire dev. Donc cette commande va procéder à la transpilation. Et à côté, nous allons procéder également à l'exécution du fichier transpilé, c'est-à-dire de notre fichier qui va nous permettre de lancer le serveur. Du script qui va permettre de lancer le serveur. Donc je vais faire npm run ici, start. Et je vais dire que je le lance en mode dev. Donc il me dit ici que j'ai un mauvais argument, le W, donc c'est le mode de watch, donc je vais avoir quelque chose comme ça. Je relance là. Donc je vois que j'ai mon script qui marche bien. Donc pour faire un test ici, donc l'idée à chaque fois que je vais changer le test ici et que je vais faire le save, donc la transpilation se fera automatiquement et j'aurai le résultat de l'exécution de mon serveur ici et mon serveur qui sera démarré automatiquement. Donc on vient ainsi de mettre en place notre environnement de développement. Donc je peux fermer tout ça. Donc le reste du code, nous allons nous concentrer sur l'écriture du code dans la partie dans le fichier index ici. Maintenant que notre environnement de travail est prêt, nous allons commencer par voir à quoi ressemble Express dans la pratique en mettant en place un petit serveur, c'est-à-dire un serveur basique que nous allons utiliser pour répondre à des requêtes utilisateurs en retournant par exemple des tests, des résultats sous format HTML ou sous format JSON par exemple. Donc nous allons partir de zéro et créer progressivement ce petit serveur. Et cela nous permettra d'apprendre progressivement également, ou de découvrir progressivement les concepts clés d'Express.js. Donc pour utiliser Express, il nous faut commencer déjà par l'importer. Donc je vais commencer ici par faire un petit import ici. Donc je vais importer Express. Donc import Express from Express ici. Donc j'ai ainsi accès au framework. Donc pour pouvoir créer une application Express nous fournit un factory pour pouvoir réaliser cela. Donc ici, pour créer une application Express, il me suffit de faire ceci. Donc il s'agit d'un factory qui me permet de créer une application Express. Donc après la création de l'application, il nous faut faire écouter cette application sur un port spécifique. Donc pour pouvoir faire cela, il nous suffit de récupérer l'instance de l'application que nous venons de créer et de faire un listing en lui passant ici le port d'écoute.
Donc généralement, le port d'écoute utilisé par défaut en mode développement, c'est le 3000. Donc nous allons créer une constante ici. Mais il faut noter que la constante que nous créons ici, dans la pratique, on les récupère des variables d'environnement. Donc je crée le port et je passe le port en question ici. Donc en procédant ainsi, j'indique à Express que je crée d'abord une application Express, un serveur qui va écouter sur ce port, qui est le port 3000 dans ce cas. Donc on dispose comme deuxième paramètre ici d'un callback qui sera appelé lorsque le serveur démarre. Donc ici, généralement, on met juste un test qui dit que le serveur a bien démarré ou donné certaines informations à l'utilisateur sur le serveur en question. Donc on peut dire ici, par exemple, server started and listing, par exemple, on port. Donc on va donner le numéro du port ici, juste pour que les personnes qui utilisent l'application savent par exemple que l'application écoute sur ce port. Donc lorsque je vais faire le save, donc cela va démarrer mon serveur Express qui va écouter sur le port en question. Donc en procédant ainsi, j'ai dit juste que l'application écoute sur ce port. Mais il manque une chose ici, c'est de traiter les différentes requêtes qui vont arriver sur l'application. Donc pour pouvoir réaliser cela, on met en place ce qu'on appelle des gestionnaires de routes qui permettent d'écouter des routes spécifiques et de répondre à cela. Donc ici, ce qui se fait généralement, Express nous fournit pour une application donnée différentes méthodes correspondant à des méthodes permettant de gérer les différentes méthodes HTTP. Donc j'aurai ici le put lorsque je vais gérer les requêtes de type put, le get lorsque je vais gérer les requêtes du type get, le post, le delete, etc. Donc nous avons ces différentes méthodes pour pouvoir gérer les requêtes et les traiter. Donc à chaque méthode, lorsqu'on prend une méthode donnée, cette méthode prend une URL ou une route, ce qu'on appelle une route ici, qui est un chemin. Donc dans notre cas, lorsque l'utilisateur, vu que nous écoutons le port 3000, ça veut dire que ceci va répondre à une requête qui va arriver sur sur le localhost avec le numéro de port en question, / comme ça. Donc ça veut dire que lorsqu'un utilisateur va faire un get comme ça pour accéder à cette URL, donc ça veut dire que cela va tomber sur la méthode que nous sommes en train de mettre en place ici, qui va nous permettre de créer le gestionnaire de cette route. Donc cette méthode prend comme deuxième paramètre un callback. Et ce callback est une fonction qui prend plusieurs paramètres, 4 au total, dont les 2 premiers sont les plus importantes. Donc nous avons la première qui représente la requête qui est envoyée par l'utilisateur. Donc c'est le request qui est envoyé par l'utilisateur. Nous avons le second paramètre qui représente un paramètre qui nous permet de gérer les résultats de la requête, c'est-à-dire la réponse. Donc ici, c'est response. Donc on peut nommer ça res ou resp, ce qui nous permet de traiter la réponse. Et ici, nous avons le gestionnaire, le corps du gestionnaire où nous pouvons dire ce que nous voulons retourner comme résultat à l'utilisateur. Donc dans notre cas ici, il nous suffit d'importer les requêtes et les réponses ici pour qu'on n'ait plus d'erreur. Et là, maintenant, nous pouvons faire ce que nous voulons de la requête. Lorsque nous voulons manipuler la requête, on peut le manipuler. La requête, on peut la manipuler en utilisant la variable rec. Et si nous voulons agir sur
écrire dans la réponse. Donc, on va manipuler la variable res que nous avons ici. Donc, pour un premier temps, nous allons faire simple. On va dire ici que lorsque l'utilisateur va essayer d'accéder à cette route, nous allons répondre en envoyant le test hello world comme ça. Donc, on va faire un hello world, retourner un hello world à l'utilisateur. Donc là, lorsque je vais aller dans mon navigateur, par exemple, essayer d'accéder à cette route, donc j'aurai le message ou ce test qui me sera renvoyé comme retour. Donc on peut tester cela. Donc je vais ouvrir ici mon navigateur. Donc lorsqu'on va essayer d'aller sur le localhost ici et que je vais faire localhost 3000, donc on voit que j'ai le test Hello World qui s'affiche ici. Donc ça, si on inspecte un peu pour voir la partie network et que j'actualise la page, je prends toutes les réponses. Donc on voit que, lorsque je reprends, donc on voit que le résultat qui m'est retourné, c'est le Hello World et le navigateur. Vu que nous sommes dans le navigateur, ceci est considéré comme étant une page HTML qui contient ce test que nous avons ici. Donc généralement, lorsqu'on développe des API, on ne les teste pas en utilisant le navigateur, mais il y a des outils plus fournis pour pouvoir faire ces genres de tests. Donc il y a des outils comme Postman, Insomnian qui permettent de tester les API. Donc dans notre cas, nous allons utiliser Insomnian pour pouvoir réaliser les différents tests de notre côté. Je vais créer un nouveau projet ici, donc on va dire par exemple Express. Et c'est dans ce projet maintenant que je vais créer mes différentes... Donc ici, on va commencer par créer des requêtes. Donc ici, je vais juste nommer ça par exemple... je vais laisser le nom de cette façon. Donc à partir d'ici maintenant, nous pouvons créer des requêtes. Donc je vais créer ici une nouvelle requête HTTP. Donc je vais juste dire ici que je vais faire une requête vers le localhost 3000. Donc je fais la requête, je vois que dans la partie preview, j'ai le Hello World qui est retourné. Donc là, je peux analyser un peu l'entête de la réponse qui m'est envoyée, avoir plus de détails sur la requête qui est envoyée. Tout. Donc on voit ici déjà que dans l'entête de retour, on me dit que le serveur en question a été développé en utilisant Express, que le content type par défaut c'est test HTML, etc. Donc on peut accéder au contenu comme on le veut et tout. Nous allons supposer ici, en supposant qu'à la place d'envoyer du test à l'utilisateur, comme nous l'avons fait de façon classique ici, que nous souhaitons à la place envoyer des données sous format JSON à l'utilisateur. Donc on peut juste faire ici results JSON comme ça et lui envoyer des données sous format JSON. Donc ici on va dire par exemple que message, donc on peut dire hello world comme nous venons de le faire. Donc si je fais ceci, la compilation se fera automatiquement. Donc si je retourne dans mon outil de test ici et que je refais la requête, donc on voit que cette fois-ci, les résultats sont retournés, mais sous format JSON. Donc si on regarde l'entête ici, donc on voit que le content type maintenant, c'est application JSON, contrairement au application HTML qu'on avait avant. Donc en supposant par exemple que nous souhaitons contrôler le statut de la réponse, donc on peut le faire en utilisant notre res toujours, donc ici. Si on souhaite par exemple que le statut de la réponse soit du 204 par exemple, donc on pourrait faire ceci, donc on fait result status et lui passer la valeur 204 ici. Et que je fais la requête, donc on voit que j'ai un 204 comme statut de réponse. Donc le rec me permet de récupérer les informations sur la requête en question et le raise de pouvoir écrire la réponse.
Donc en supposant qu'ici, nous souhaitons envoyer l'URL, donc on aurait pu faire ceci, URL comme ça, et dire que l'URL, ça fait la requête.url comme ça. Donc on a quelque chose comme ça. Donc si on retourne ici, dans notre outil de test, et que je fais le send, et qu'on vérifie, d'ici, there is no content, oui, c'est parce que j'ai mis le 204, parce que le 204 est censé dire qu'il n'y a pas de contenu. Donc c'était juste pour montrer qu'on pouvait modifier le statut que j'ai fait ça. Donc par défaut, le statut c'est 200. Donc je peux soit mettre ceci. Donc je refais la requête. Lorsque je prends la partie preview, donc on voit que l'URL de la requête, c'est le slash, c'est-à-dire la racine, et que j'ai le message correspondant que j'ai mis, qui correspond à la valeur que j'ai là. Donc c'est ainsi qu'on peut manipuler les requêtes, le contenu, récupérer les données de la requête en utilisant le rec, contrôler les résultats en utilisant le raise. Donc Express nous fournit différentes méthodes qui sont disponibles sur ces deux objets pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques. C'est-à-dire récupérer les données d'entête, contrôler le corps des requêtes ou des résultats. Donc si nous souhaitons créer un autre endpoint par exemple qui permet de répondre aux requêtes de type delete par exemple, donc il nous suffit ici de faire app.delete comme ça, de créer la route que nous souhaitons. Donc ici en supposant que c'est la route d'auto comme ça, que nous souhaitons contrôler le fait que lorsqu'une requête de type delete arrive sur notre serveur et que ça match cette route, que nous souhaitons gérer cela. Donc on peut procéder pareil. Donc on va dire ici que nous avons le request qui représente notre requête, nous avons le résultat qui représente notre résultat, donc ça fait le response ici, et que lorsque la requête sera envoyée, que nous souhaitons retourner par exemple le résultat, et dire par exemple ici que le statut sera du 204, qu'il n'y a rien qui a été modifié. Donc on peut juste répondre en retournant le 204. Donc il nous faut quand même un raise.end ici pour dire que la requête s'est terminée et qu'on n'envoie rien. Donc en faisant ceci, si nous revenons à notre outil de test ici et qu'on fait une requête de type delete ici, si je fais la requête par défaut, je n'ai rien ici, on me dit ici cannot delete. Pourquoi? Parce que ce endpoint n'existe pas. Donc on a un endpoint ici parce que cette route n'a été définie nulle part. Donc si on voit ici, nous disons que notre serveur permet juste de gérer une route de type get, la route principale, avec la méthode get qui correspond à ceci, et que cette route nous permet de gérer ceci. Donc la seconde route que nous avons ici, ça nous permet de gérer les requêtes qui vont venir et qui seront de type delete comme ça, qui vont arriver sur cette route d'auto. Donc ce qui ne correspond à rien, donc cette route ici ne correspond à aucun des endpoints que nous venons de définir, ou des routes que nous venons de définir. Ce qui fait que nous avons un autre fond ici. Mais lorsque je vais modifier ceci et que je vais mettre toto, et que je refais la requête, donc on voit que cette fois-ci, j'ai un 204 qui correspond au statut que nous avons spécifié ici. Donc si c'est que j'avais spécifié un 200 ici, lorsqu'on fait la requête de type delete qui match cette route, donc on aura le 200. Donc on a maintenant un 200 ici. Donc je remets le 204 pour dire que il n'y a aucun contenu lors de la récupération, lors de du retour de notre serveur.
Donc pour résumer rapidement ce que nous avons fait dans cette première partie, nous avons juste mis en place un serveur en écoutant un port spécifique. Nous avons vu comment Express nous permet d'écouter certaines routes et de gérer certaines méthodes de requête HTTP comme le delete, le post, etc. Nous avons vu également comment on peut écouter un port spécifique. Et voilà pour cette première partie. Donc dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons mettre l'accent sur le routing, c'est-à-dire la façon de mapper des routes sur un gestionnaire donné. Donc si nous revenons au code, donc ici également, en plus de ce que nous avons également vu comment mettre en place notre environnement de développement qui est basé sur du TypeScript. Donc nous avons mis en place notre fichier de configuration défini, comment réaliser la transpilation. Nous avons également mis en place des scripts pour nous permettre de réaliser la transpilation et de pouvoir démarrer automatiquement notre serveur à chaque fois que la transpilation se fait. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et afin de soutenir la chaîne et améliorer sa visibilité, n'hésitez pas à partager ces vidéos ou mes contenus avec vos collègues ou soit autour de vous à travers des petits posts par exemple sur LinkedIn ou sur Twitter. En faisant cela, cela améliorera la visibilité de la chaîne et permettra à d'autres personnes également de découvrir le contenu que je partage et de bénéficier de cela.